Bonjour à tous, bienvenue dans Isère Mag. Une émission un peu particulière aujourd'hui puisqu'on va parler de l'évolution de la culture dans notre département. Un thème qui sera au cœur des rencontres de la culture prévues les 8 et 9 juin prochains à Bourgoin-Jallieu. Et pour démarrer cette émission, je suis avec Jean-Pierre Barbier, le président du département de l'Isère, qui nous accueille sur la terrasse de l'hôtel départemental à Grenoble. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir en plein mois de mai sous un soleil radieux. Écoutez, il fait toujours beau, Grenoble, c'est bien connu. Alors, en ces temps de restrictions budgétaires pour les collectivités locales, le département a choisi d'augmenter le budget de la culture. Ça peut paraître surprenant. Oui, ça peut paraître surprenant parce que depuis 3 ans, le département de l'Isère a fait le choix d'augmenter le budget de la culture de manière sensible, plus 55% en 3 ans. Mais je considère depuis toujours que la culture, c'est notre responsabilité à long terme. C'est comme ça qu'on assure la transmission, c'est comme ça qu'on assure aussi la conscience citoyenne que l'on veut pour notre jeunesse, et puis pour tous aussi. Donc 55% avec des projets divers et variés, avec le spectacle vivant, avec des compagnies de théâtre sur les 13 territoires, avec une aide au patrimoine et puis avec quelques projets phares comme l'ouverture d'un 11e musée, le musée Champollion à Vif, et puis bien sûr le projet des archives départementales qui est quelque chose d'essentiel pour la culture, la mémoire et la transmission de cette culture et de cette mémoire. Alors il y a les bâtiments, les musées que vous gérez, ce projet également de bâtiments pour accueillir les archives départementales, ce ne sera pas très loin d'ici, à Saint-Martin-d'Air. Et puis il y a également de l'événementiel que parraine le département. Cet hiver, beaucoup d'Isérois ont pu profiter de l'opération Paysage. Oui, plus de 100 000 visiteurs à cette deuxième édition de la saison Paysage. C'est une opération qui va se dérouler en 4 temps avec les 4 saisons. Cette année, c'était l'hiver. L'année prochaine, ce sera le printemps. Et puis, on terminera avec l'été. Donc, des paysages isérois qui sont mis en valeur, mais aussi toute la culture de notre département qui se combine à l'évolution de ces paysages et à la trace laissée par l'homme. La culture partout et pour tous, c'est un peu le leitmotiv. La culture partout et pour tous, oui, je crois que c'est quelque chose d'essentiel, quel que soit le territoire, qu'il soit urbain, qu'il soit rural. Chacune et chacun doit avoir accès à une culture de qualité, mais une culture accessible, parce que la culture doit s'adresser prioritairement à celles et ceux qui en sont le plus éloignés. Alors le prochain rendez-vous important aura lieu au mois de juin, les 8 et 9 juin à Bourgoin-Jallieu. Les rencontres de la culture en Isère, c'est quoi l'objectif de cet événement ? D'abord, sur la localisation, le choix n'est pas anodin de faire ces rencontres de la culture dans le Nord-Isère. Ça prouve bien que l'on souhaite que la culture soit partout et pour tous. Ce sont des rencontres qui vont associer tous les acteurs. Alors bien sûr, les acteurs culturels, que ce soit artistes, compagnies de théâtre, les professionnels de la culture, parce qu'il y a la culture avec la pratique amateur. Ils seront également conviés, mais il y a aussi la culture avec tous les professionnels. Et puis, dans un deuxième temps, il y aura aussi le public, parce que la culture, c'est pas qu'une affaire de professionnels, elle doit aussi parler au public, et le public doit adhérer à ce qu'on lui propose. Qu'est-ce que vous en attendez de ces 2 jours de discussion, concertation ? Il y aura également des spectacles. Écoutez, on a voulu 3 axes sur ces journées culturelles. Le premier, c'est la transmission. Parce que la culture, je vous disais tout à l'heure qu'elle était aussi essentielle, c'est bien parce qu'elle permet de transmettre des valeurs, bien parce qu'elle permet de transmettre ce que nous avons été, notre histoire. Et puis, ce n'est pas que cela, c'est aussi la culture préparer l'avenir. Et aujourd'hui, pour préparer cet avenir, la culture doit aussi faire avec les outils modernes, avec le numérique, qui aura très certainement une influence aussi sur les lieux culturels de demain. Et ce sera le 3e axe de ces journées culturelles. Ensemble, on est plus fort. Ça fonctionne autant pour le sport que pour la culture, cette doctrine ? Ça fonctionne pour tout, le sport, la culture, la politique. On a coutume de dire que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci Jean-Pierre Barbier. On va aller voir dans quelques instants comment se préparent justement ces rencontres de la culture en Isère, parce qu'il y a des ateliers qui ont démarré depuis plusieurs semaines. Mais avant ça, on parlait de cette doctrine ensemble, on est plus fort. Et bien, on va s'intéresser au travail en réseau et notamment des acteurs culturels isérois. Je vous propose d'écouter Michel Bordonnet, le directeur du conservatoire de Voiron.
Alors le travail en réseau, sur notre territoire, c'est 7 écoles de musique qui se mettent au travail ensemble. Ça concerne 1400 élèves d'écoles de musique, mais aussi d'assez nombreux publics qu'on touche ensemble. Et donc sur un territoire, donc à l'échelle du Voironnais, je peux peut-être citer les communes, hein, c'est Tullin, Moirans, Vorep, Voiron, Saint-Jean-de-Moiran, Saint-Étienne-de-Crossay et les communes du Tour du Lac avec l'école de Rémi Fassol-Lac. Alors les jeunes, très vite, ils échangent, ils se connaissent entre dans des endroits, des villages, des collèges ou des écoles de musique qu'ils fréquentent habituellement individuellement. Là, tout de suite, il y a des projets en réseau, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent et il y a une émulation évidente qui naît tout de suite. Alors le premier chantier, c'est un chantier qui a même un nom et un logo, ça s'appelle On monte le son. Et c'est sur les musiques actuelles, c'est à l'image des jeunes que vous voyez derrière moi. Et c'est un travail qui a lieu depuis maintenant 2 ans, qui a pris bien forme cette année avec pas moins de 4 concerts organisés dans 4 communes. Avec, je crois, plus d'une 50aine de jeunes issus des écoles de musique et des collèges qui ont été coachés, qui ont été accompagnés par une équipe mutualisée, une équipe des enseignants des écoles de musique respectives, chacun intervenant non pas chez lui mais chez les autres. Et voilà, donc des concerts très riches, très réussis avec énormément de monde et des jeunes évidemment totalement conquis et très très créatifs, très percutants. Aussi bien les principaux de collège que les directeurs des écoles de musique nous disent que ça y est, c'est des pratiques qui du coup sont plus demandées. Et on pense que dès l'année prochaine, par exemple, émergeront plusieurs groupes constitués qui étaient naissants et qui seront eux-mêmes des acteurs de la scène de musique actuelle du Voironnais, à travers peut-être le tremplin de musique actuelle qui s'appelle Tréma Trémix. Ce qui me porte à travers ce travail du réseau, c'est l'opportunité de pouvoir donner à chacun sur un territoire les mêmes chances d'accéder à notre offre culturelle, à des pratiques musicales ou chorégraphiques. Et ça, c'est aussi un beau défi qui nous est posé et qui s'impose à nous, et j'espère qu'on saura le relever. Je suis maintenant avec Aymeric Perwal, directeur de la culture et du patrimoine au département. On se trouve maintenant sur le campus universitaire de Grenoble. Aymeric, qu'est-ce qui se passe derrière nous ? Il se passe un rendez-vous de la culture. Ça fait partie des 15 rendez-vous de la culture qu'on aura pu faire sur les territoires. Et l'objectif, c'était vraiment d'aller à la rencontre des publics et de comprendre un petit peu leurs attentes, comment ils vivent la culture. Et puis, la culture évolue, les publics évoluent également et ils ont d'autres attentes qu'à certains moments. Et donc, on est là pour essayer de les saisir, de les capter. Alors aujourd'hui sur le campus, on a évidemment un public plutôt étudiant, mais vous avez voulu que ces rendez-vous de la culture maillent un petit peu tout le territoire isérois. Exactement, on est allé sur tous les territoires isérois avec des publics différents. Donc on a fait collégiens, lycéens, on a fait aussi des écoliers, donc en primaire, donc c'était important pour nous. On est ici avec les étudiants, on a fait également dans un ESAT avec un public en situation de handicap. On a fait aussi dans un EHPAD, ce qui permet de voir un petit peu les personnes seniors, comment elles vivent encore aujourd'hui la culture, sachant que derrière, pour nous, c'est évidemment de pouvoir mieux comprendre, de pouvoir essayer de mieux répondre. Et puis, on a également les acteurs culturels qui sont des associations, des équipements culturels qui travaillent sur les différents territoires et qui nous apportent aussi leurs souhaits. J'imagine que suivant les publics, il n'y a pas les mêmes attentes par rapport à ce que pourrait apporter une politique culturelle ? Non, les attentes sont très différentes. Là, on est dans un public jeune, donc on voit tout de suite que le musée il doit être accueillant, le musée il doit être généreux, la salle de spectacle, ça ne doit pas être trop cher, et que la question de la gratuité, la question de la culture avec un certain prix, tout simplement, est une des questions qui revient souvent. Et puis à d'autres endroits, on aura au contraire des questions de médiation, on aura aussi des questions dans les milieux ruraux. Ne sont pas les mêmes qu'en milieu urbain, où là, au contraire, on va avoir une offre qui est plus importante. La question des transports est plus importante sur les milieux ruraux, par exemple.
cette démarche d'aller à la rencontre du public, de la population, est-ce que ça veut dire aussi que parfois le milieu culturel est un petit peu fermé et pas forcément ouvert sur les attentes du public ? Je pense que le milieu culturel, il n'est jamais fermé en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans le boulot, on est la tête dans le guidon, nous au département par exemple, et qu'on a du mal parfois à aller voir le public, à essayer de le comprendre, à faire ce genre de rendez-vous. Parce que tout simplement, on n'a pas le temps, ou tout simplement, on ne prend pas le temps, parce qu'on est pris dans la programmation, et quand on est pris dans la programmation, on a des échéances, et si on ne suit pas les échéances, on n'y arrive pas. Donc là, c'est un bon moyen d'essayer de prendre le pouls, de prendre la température. C'est grâce aux rencontres de la culture, c'est vraiment un souhait du département, et nous, ça nous permet de mieux calibrer après les propositions. Est-ce que vous avez déjà tiré des premiers enseignements de ces réunions ? Oui, bien sûr, beaucoup. La question du transport, par exemple, est importante. On s'aperçoit qu'en milieu rural, effectivement, c'est plus compliqué d'aller sur les lieux culturels. Mais également la question de l'offre. C'est difficile de choisir, il y a beaucoup de choses qui se passent. La question de l'information, on ne sait pas forcément que ça se passe, à quel moment ça se passe. La question aussi de la convivialité, c'est-à-dire qu'on a envie de vivre une expérience. C'est quelque chose qui est très important et qui revient. Donc tous ces retours-là, on va les retrouver au niveau des rencontres de la culture qui nous permettront de réfléchir dessus et de faire des propositions plus tard. Il y aura une restitution ouverte au public également de ces ateliers pendant ces rencontres ? Alors il y aura une restitution au public bien sûr de ces ateliers puisqu'on va encore travailler en atelier durant les rencontres, ce qui nous permettra d'avoir, on va dire, quelque chose de plus abouti, de plus applicable aussi. Et puis l'objectif c'est d'avoir 2, 3, 4 axes forts, des priorités qu'on puisse s'assigner et afin d'améliorer les choses. Merci Aymeric Perroy, je vais vous laisser terminer cet atelier et puis on se donne rendez-vous donc les 8 et 9 juin à Bourgoin-Jallieu. Mais avant ça, on va aller faire un petit tour dans le nord du département, Saint-Antoine-l'Abbaye. C'est l'un des plus beaux villages de France et de notre département isérois, au lieu du patrimoine et de la culture. Il y a un musée évidemment à Saint-Antoine-l'Abbaye qui existe depuis une quarantaine d'années, un musée qui évolue avec son temps. Aujourd'hui, les technologies numériques sont évidemment au premier plan. Regardez ce reportage de Charlotte Faulkner. Repousser les frontières du temps, plonger dans la vie des moines du Moyen-Âge et toucher du doigt les splendeurs de l'abbaye. Le musée de Saint-Antoine passe à l'ère du 2.0 et propose à ses visiteurs une série d'expériences originales et interactives. Équipé d'un casque et d'un compagnon de visite, c'est en son et en images qu'on découvre l'hôpital, le Saint-Vinage ou le monarchisme, un voyage pédagogique et ludique qui s'adresse à tous les publics. C'est un compagnon de visite, effectivement, qui guide le visiteur sans imposer quoi que ce soit, car on peut tout à fait avoir envie de lire des cartels développés, c'est-à-dire d'en savoir plus sur une œuvre. On peut tout à fait avoir envie de s'intéresser plutôt à une vidéo de contextualisation ou jouer grâce à une table tactile sur le chantier des bâtisseurs. Il a fallu plusieurs années l'aide d'un scénographe pour remodeler ce parcours. Au fil des salles, le visiteur est guidé par ces petits signes, des taux, qui lui indiquent une vidéo, un témoignage audio ou une animation tactile sur les tables numériques. On vient badger, on va dire, sur des bornes pour avoir, par exemple, des cartels développés. Mais c'est également un dispositif qui permet de synchroniser les vidéos, c'est-à-dire lorsqu'on passe devant une vidéo, le son... On a du son synchrone qui est diffusé dans nos oreilles et il participe également à des dispositifs de lecture augmentée sur un vitrail. Le visiteur va se retrouver devant un livre qui reprend les détails de ce vitrail devant lequel on se trouve. Et en tournant les pages de ce livre, donc un objet, on va dire, analogique, par le casque de l'audioguide, il va entendre une voix, la voix d'un moine, qui va lui expliquer finalement le détail. La troisième et dernière tranche de modernisation du parcours s'achèvera fin 2018. Coût total de l'investissement 100 000 €. De nouveaux outils multimédia comme des livres numériques seront intégrés, mais le musée pense déjà à l'avenir et parie sur la réalité augmentée à l'Orée 2020. Les visiteurs pourront alors découvrir le cloître médiéval, le grand hôpital et l'église abbatiale à travers des modélisations 3D.
Allez, après Saint-Antoine, l'abbaye, nous voici dans un lieu tout aussi mystérieux. Je suis à côté de Teddy Joliot, l'un des créateurs de Secret Escape à Bourgoin-Jallieu. Teddy, on se trouve où là ? Et ben là, vous vous trouvez dans une salle d'escape game qu'on appelle le Virus. Voilà. Vous avez 3 salles, donc le Virus, le Refuge des survivants et l'Essai pour morts, qui est la première salle de Secret Escape. Voilà. Ça ressemble à un laboratoire un peu à l'ancienne ? Oui, exactement. C'est un petit peu le but. Le but de toute façon d'un escape game, c'est un jeu d'évasion, voilà, de grandeur nature. Qui permet justement de s'évader un petit peu avec un groupe de joueurs. Vous pouvez jouer de 2 à 6 joueurs dans nos salles. Voilà, donc vous avez 3 salles. Donc pour ce faire, vous avez des énigmes à trouver, à fouiller un petit peu. Et donc vous avez 1 heure pour pouvoir sortir de la salle. Voilà. Sinon, vous restez bloqué si on ne vient pas vous chercher. Alors, c'est un concept assez nouveau en France, ça fait quelques années que c'est apparu. À Bourgoin, c'est une première, ça fait quelques mois que vous avez ouvert cet espace de jeu. Oui, exactement. On a ouvert en fin d'année pour les fêtes de Noël, donc en décembre 2017. Donc ça va faire 4-5 mois qu'on a installé. Donc oui, c'est un concept assez nouveau, notamment en France. Ça fait quelques années que ça existe, on va dire 3-4 ans. Il y en a beaucoup qui se sont développés dans les grandes villes. Et maintenant, ça vient ça va un peu plus loin, donc notamment à Bourgoin. Donc on est la première salle à avoir ouvert ici, donc il y a quelques mois. Donc à la base, c'est vrai que les escape games, ça vient du Japon, en fait. C'était des jeux vidéo. Et voilà, ils ont créé ça justement à taille humaine, on va dire. Ils ont créé ça à taille humaine, voilà, tout simplement. Ça se joue à combien ? Il faut venir en équipe ? Donc oui, vous venez en équipe. Vous pouvez venir de 3 à 6 joueurs. Voilà. Donc le mieux, c'est d'être le plus nombreux possible, voilà, parce que c'est un jeu de cohésion. Donc notamment en famille, vous pouvez venir en famille, vous venez en entreprise. Pour le côté collaboratif, c'est intéressant. Donc on s'amuse bien. On peut aussi se prendre un peu la tête aussi. Mais c'est passé un bon moment. On est complètement immergé dans une ambiance pendant 1 heure. Donc voilà, ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver dans des jeux traditionnels. Voilà. Il y a certaines salles un petit peu angoissantes ici, donc on n'a pas envie d'y passer la nuit. Merci Teddy pour cette présentation de ce complexe, un Secret Escape à Bourgoin-Jallieu. On va rebondir sur le thème de la transmission qui est au cœur de ces rencontres de la culture en Isère dont on vous parle depuis le début de l'émission. Pour illustrer ce thème, Lina Badreddine est allée rencontrer le chorégraphe Rachid Ouramdam qui co-dirige le Centre national de chorégraphie de Grenoble. Je vous propose son portrait. Rachid Ouramdam danse depuis 30 ans. Passé par le conservatoire de Grenoble, il a toujours gardé la volonté d'accompagner les autres. Après avoir été retenu au Centre national chorégraphique d'Angers, qui prépare au métier de la danse, il ne s'arrête plus. Devient danseur, chorégraphe et choisit de travailler dans plusieurs milieux. La danse, on me l'a transmise de plein de façons. D'abord, juste dans un plaisir à danser en famille avec mes frères et sœurs, après à danser avec des amis. Donc c'est d'abord parti, c'était pas dans un rapport de transmission, c'est dans un rapport de partage. J'ai été en même temps formé de façon traditionnelle, au sens j'ai reçu des cours de danse, et j'ai aussi beaucoup été formé à l'improvisation, c'est-à-dire à la capacité de me mettre en mouvement, mais non pas en travaillant mon corps uniquement, mais en travaillant mon imaginaire. Pour Rachid, bien danser, c'est profiter d'un imaginaire très large et le transmettre à travers ses mouvements. Pour transmettre ses connaissances, le chorégraphe travaille beaucoup dans l'observation. Je trouve que c'est tout le temps important de ne pas, en tant qu'artiste, avoir cette prétention d'aller évangéliser les autres, leur apprendre. Non, c'est tout le temps dans la capacité à être en dialogue, à créer une rencontre. Et je pense même que finalement faire, en tout cas la façon que j'ai de travailler, je le dis souvent, je pense que tous les spectacles que je produis, c'est finalement restituer l'expérience de la rencontre que j'ai eue avec ces personnes. Un échange se crée avec les élèves, ici, de jeunes migrants réfugiés qui ont chacun leur histoire. C'est pas parce qu'on n'utilise pas les mots qu'on n'exprime pas des choses. Parfois, le corps dit ce que l'on n'arrive pas à dire avec les mots. Et c'est peut-être ça que je cherche dans l'art chorégraphique. Il y a des silences qui sont d'une éloquence extraordinaire. Il y a des façons d'agir, de se mouvoir qui racontent énormément. C'est tout l'art chorégraphique ou aussi tout un théâtre, on va dire, assez économe du verbe. Des formes comme ça qui sont
qui exprime beaucoup de choses dans des mises en situation avant même qu'on se mette à parler, à dire des choses. Un travail qui pourrait se rapprocher de la phrase de l'artiste colombien Yuri Buenaventura « Danser, c'est comme parler en silence, c'est dire plein de choses sans dire un mot ». Vous pourrez retrouver Rachid Ouramdam et son équipe de danseurs et notamment son associé Johan Bourgeois pendant les rencontres de la culture en Isère. Johan Bourgeois qui proposera un de ses spectacles le samedi après-midi à côté de Bourgoin-Jallieu à Villefontaine. À noter également le vendredi soir le concert de Temekolski Stracho, multi-instrumentiste isérois qui puise sa créativité dans l'héritage de ses profondes racines macédoniennes. Il se produira en trio le 8 juin aux abattoirs de Bourgoin-Jallieu avec la participation de 15 collégiens isérois qui ont travaillé avec l'artiste. Le reste du programme de ces rencontres et notamment les ateliers cirque, théâtre et impression sur tissu, vous pouvez retrouver ça sur le site internet du département. Et puis parmi les animations phares de ces rencontres de la culture en Isère, il y aura le samedi un live escape. C'est Florian, l'autre créateur de ce lieu un peu mystérieux à Bourgoin-Jallieu, qui va nous en parler. Alors là, on ne sera pas à l'intérieur de vos salles, mais à l'extérieur. Donc c'est ça, donc le Live Escape c'est une activité extérieure donc qui mêle recherche, cohésion d'équipe, des multitudes d'énigmes, exactement le même principe qu'un escape game à l'intérieur, sauf que c'est à l'extérieur avec un scénario différent. Le but de cette journée, ça sera de trouver la relique antique. En parcourant en fait tout Bourgoin-Jallieu. Donc la journée, pour la journée, ça attaque en fait à 10h à la maison du département, porte des Alpes à Bourgoin-Jallieu. C'est vous qui avez conçu l'énigme, le jeu de piste géant ? Alors oui, nous et notre équipe, notre équipe de Game Master qui nous a aidé à créer ce scénario. Toutes les énigmes, les lieux, tout a été créé directement chez Secret Escape, avec toute l'équipe. Avec une dominante, c'est de mettre en valeur, en avant le patrimoine de la ville. Voilà, exactement. Le but étant, pour la journée donc, du patrimoine, de trouver cette fameuse relique antique qui permettra justement à tous ces joueurs de s'éclater, quoi. Comment on fait pour participer ? Il faut s'inscrire en amont, il faut venir par équipe ? Oui, en fait, on est en train de créer, donc on a créé une page dédiée directement qui sera donc sur les flyers, une adresse de site internet. Les joueurs s'inscriront directement par équipe et auront la possibilité, donc c'est entièrement gratuit, la journée est entièrement gratuite, et les joueurs s'inscriront directement sur le site internet avec un pseudo, etc. Voilà, tout est en place, tout est en ligne, il suffit de se connecter sur le site internet. Bon, à découvrir donc le samedi 9 juin, ça viendra clore ces 2 jours dédiés à la culture en Isère avec une partie de plaisir, on espère qu'il fera beau dans les rues de Bourgoin pour ce live escape géant. D'ailleurs, pour clore complètement cette émission, je crois qu'il y a les messagers que vous évoquiez qui ont un petit message à nous donner. Merci Florian. Et puis nous, on se retrouve le 8 et le 9 juin à Bourgoin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous interrompons les programmes pour un flash spécial, d'un genre particulier. Nous avons reçu un message de la direction du département de l'Isère. Cette vidéo leur a été transmise par les membres d'une organisation secrète qui souhaite révéler au grand jour l'existence d'une relique antique. La direction du département de l'Isère nous a transmis les images afin que nous puissions les diffuser. Ce message concerne directement chaque citoyen du département, voire du monde entier. Les images parlent d'elles-mêmes, je vous laisse avec les gardiens. Citoyens du monde, ceci est un message d'importance capitale. Nous sommes les gardiens, protecteurs d'une relique antique au pouvoir surnaturel, les Mitra Sivalk. Cet artefact procure à son possesseur la faculté de sublimer toute œuvre artistique en œuvre d'art sublime aux yeux du monde entier. Notre organisation existe depuis la création de cette relique, durant l'Antiquité, forgée par Héphaïstos pour Apollon lui-même. Cet objet mythique s'est transmis depuis cette période divine, de maître en maître, jusqu'à son dernier propriétaire. Nous sommes les gardiens du secret et servons les élus qui possèdent la relique depuis la nuit des temps. Nos écrits les plus anciens attestent que le Mitra Sivalk se dématérialise s'il n'est pas transmis par son propriétaire. Le dernier homme ayant possédé cette relique des dieux, Frédéric Dard dit Saint Antonio, n'a pas souhaité la transmettre et l'a dissimulée en Bergalie, afin que seul l'être le plus méritant puisse acquérir son pouvoir divin. La relique se matérialisera à nouveau ce samedi 9 juin 2018, 235 lunes après sa disparition.
Citoyens du département, votre quête débutera à la maison du département. Vous recevrez en main propre la lettre testamentaire de San Antonio, qui vous lancera alors son ultime défi. Retrouvez le Mitra Sivalk, si vous en êtes le digne héritier. Merci de votre attention. Au revoir.